Les grands-parents sont les parents du père ou de la mère. Grands-parents et enfants tissent alors des relations douces. Moins stressés que les parents, ils assurent un rôle particulier. Ils font office d'autorité sans imposer de contraintes, ce qui fait que ces moments partagés entre grands-parents et petits-enfants sont souvent privilégiés. Qui d'autre que papy accepte par exemple de montrer 5 fois de suite à Junior comment faire ses lacets, et mamie, elle ne se fâche jamais quand son bébé salit ses vêtements en jouant. Un amour unique, fait de bienveillance et de recul. J'ai été élevée par ma mère et ensuite mon grand-père a pris le reste. Et avec le vieux, vraiment je faisais tout avec le vieux. Je peux même appeler ça, je ne sais pas comment appeler ça, secrétaire, son pied, mon pied. Mais le vieux me gâtait tellement que de telle sorte, si moi-même je n'ai pas été vigilante, peut-être j'allais être feignante. J'ai été élevée par mes grands-parents. Mon père m'a confié à ma grand-mère. Tout ce que je demandais, elle me donnait. Tout ce que je demandais, elle me donnait. Ce qu'elle me dit, je fais aussi. Avec les grands-parents, c'était une éducation un peu radicale. Voilà, ils veillaient à tout. Mais le problème, c'est qu'on était agités, ils ne pouvaient pas nous contrôler entièrement. On peut dire que ça a apporté, c'était bénéfique du moment où on a réussi à vraiment connaître beaucoup notre culture. Voilà, mais ce qui n'a pas été, c'est qu'on a eu beaucoup besoin d'affection parentale. Prendre le temps de savourer les petits instants de bonheur, voilà le magnifique cadeau que les grands-parents offrent à leurs petits-enfants. Une bouffée d'oxygène diversement appréciée par les papis et mamies. Laisser un enfant à la charge de la grand-mère, elle va éduquer l'enfant jusqu'à même gâter l'enfant. L'enfant veut tout, donc vraiment je n'approuve pas. Je n'aime pas trop ça. J'aurais souhaité élever mes petits-enfants, mais là, les parents sont venus les chercher. En fait, quand j'avais la charge des petits-enfants, on me reprochait d'être très gentille, d'être trop généreuse avec eux. Mais en fait, je le faisais parce que je souhaiterais que les enfants là sachent au courant de leur vie qu'ils ont eu quelqu'un dans leur vie. Le grand-parent a un droit de regard sur ses petits-enfants. Et c'est dommage qu'il y ait des grands-parents qui ne puissent pas avoir un droit de regard sur leurs petits-enfants. Si le père ne peut, je dirais, éduquer convenablement son fils, le grand-parent peut venir en aide pour le bien de la famille. Pour se construire, les enfants ont besoin de connaître leurs racines. C'est là qu'interviennent les grands-parents, ces gardiens de mémoire. Un rôle éducatif et affectif, ce qui fait que les papis et mamies ont le beau rôle. Mais quand ils se substituent aux parents, en imposant ce qui leur semble bon, naissent alors les conflits entre les deux générations. Voilà, le postulat est ainsi posé. Donc le rôle des grands-parents dans l'éducation des enfants. Madame Bernadette Assou-Nguessan ne manque pas à l'appel, elle est toujours là avec dans sa besace des suggestions, des pistes, des solutions. Ce qui est sûr, on va en parler. Bonjour Madame Bernadette Assou-Nguessan, comment vous allez? Ça va. Alors, bonjour, première question. Bonjour. C'est quoi un grand-père, c'est quoi une grand-mère en temps normal? Je sais que c'est les papas les parents de nos parents, mais le rôle premier qui leur est dévolu est lequel dans la société africaine en particulier et généralement? De façon générale, le grand-père ou la grand-mère, c'est celui qui n'est pas mon père, mais qui peut être le père. Et la mère qui n'est pas ma mère, mais qui pourrait être ma mère, qui a beaucoup plus d'expérience, celle vers qui on va quand on a besoin, quand la communication ne passe pas avec maman ou avec papa, ou celui vers qui on va quand ça ne passe pas avec papa. C'est le père sans en avoir les attributs de père. En fait, les grands-parents, c'est cela. Ils sont grands-parents. Donc, ils ont le rôle de parents sans en avoir l'obligation et la contrainte d'avoir des résultats. Le grand-père n'est pas responsable de ce que l'enfant doit faire ci, doit faire ça, doit faire ci. Non, cette responsabilité incombe aux parents qui ont le rôle premier d'éducateur. Le grand-parent vient en appoint parce que c'est une personne expérimentée, c'est une personne d'expérience certaine, parce qu'elle a traversé les générations, au moins 2, sinon 3, par rapport à sa propre vie à elle-même. Donc c'est une ressource. Les grands-parents, ce sont donc les ressources pour la famille. Les grands-parents, ce sont donc les ressources pour la famille, vous venez de le dire, mais de plus en plus, on se rend compte que les grands-parents d'avant
Il y a une très grande différence entre les grands-parents d'avant et de maintenant. Avant, le grand-père, c'est plus le monsieur, le sexagénaire, avec la barbe blanche et tout ça. De plus en plus, les grands-parents sont très jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, un changement voilà, au niveau de l'éducation, de l'encadrement du petit enfant? Sûrement qu'il y a du changement, ne serait-ce que par rapport à l'aspect physique que vous avez décrite. Et aussi tout l'aspect social, les grands-parents, nos grands-parents à nous, et peut-être même des générations avant nous, c'était véritablement ce que vous avez décrit, les cheveux blancs qui faisaient office de respect et de sagesse. Mais aujourd'hui, les grands-parents sont plus jeunes et travaillent encore aussi. Ah, oui. Donc, et ce n'est plus le même environnement. Ce ne sont plus les mêmes responsabilités, ce ne sont plus les mêmes règles de jeu. Le grand-parent aujourd'hui a un téléphone iPad, ce que n'avait pas le grand-père il y a quelques années. Et l'éducation des enfants va très vite aujourd'hui. Nous sommes tous dans des TGV, ça va très vite. Et tout le monde n'a pas le temps ou les moyens de suivre cette rapidité. Avant, on allait en vacances chez papa, chez papy et mamie. Voilà. Ça disparaît de plus en plus aujourd'hui. Ah non, c'est pratiquement... Ça, c'est devenu très rare de voir d'abord des grands-parents qui sont disponibles et puis des grands-parents qui peuvent encore recevoir ou les parents acceptent encore que les enfants aillent voir les parents en se disant il n'y a rien à apprendre là-bas. On va donc plutôt organiser des voyages de famille ou des voyages, des excursions pour les enfants, des camps de vacances, des colonies de vacances, un certain nombre d'activités qu'on n'avait pas avant. La société traditionnelle était très simple et chacun avait un rôle bien défini. Les mamies et les papis, ou les pépés et les mémés, donc un enfant pouvait se retrouver avec 2 générations de grands-parents, c'est-à-dire on a le grand-parent immédiat et les parents du grand-père, et parfois même le grand-père du grand-père. Donc, on pouvait avoir plusieurs générations. Et donc, toutes ces personnes-là étaient à disposition. C'était les premières, c'était constitué la première institution d'assistants maternels pour les enfants qu'on avait dans la famille. Et donc, c'était un rôle tout à fait dévolu, un rôle tout à fait compris. Chacun savait que dès que j'ai mes enfants, d'abord, c'est la maman qui vient s'en occuper, qui vient aider la mère dès qu'elle accouche. Et donc, la grand-mère est déjà impliquée dans tout le processus d'éducation de l'enfant qui vient d'arriver. Et naturellement, quand la maman doit reprendre le travail champêtre ou même commencer à reprendre le service, eh bien, naturellement, la première assistante maternelle qui est là, c'est la grand-mère. C'est la grand-mère qui est là ou la grand-tante qui est là et qui assure donc naturellement ce rôle-là. Mais aujourd'hui, tout le système est complètement transformé. On a des assistantes maternelles qu'on va chercher où on peut les trouver et qui sont là, qui ont office donc de remplacer les grand-mères et qui ont un rôle bien spécifique. Malheureusement, on leur confie trop souvent maintenant à ces assistantes maternelles l'éducation des enfants. Elles ne connaissent pas les histoires de la famille, elles ne savent pas, elles ne connaissent pas la généalogie, elles ne connaissent pas véritablement la famille dans laquelle elles travaillent. C'est quand même une chance que quelques personnes peuvent avoir des assistantes maternelles qui savent toutes ces choses-là, mais ce pan d'éducation qui concerne véritablement la famille, l'origine de la famille, les générations qui ont succédé, d'où on vient, quels sont les totems, les tabous, quels sont les us et coutumes, même la langue maternelle que nous parlons, eh bien, toutes ces choses disparaissent parce que c'était des choses qui étaient dévolues aux grands-parents et qui pouvaient donc transmettre cela à nos enfants. Je vous ai entendu tout à l'heure dire que il n'y a rien là-bas. Les parents peuvent se dire parfois pourquoi ils vont aller en vacances chez papy, mamie, il n'y a rien là-bas. D'où vient qu'on en arrive à cette déduction-là, il n'y a rien là-bas? Est-ce qu'il y a une sorte de désacralisation des seniors? Ce n'est pas la désacralisation des seniors, mais c'est tout le système éducatif, toute la vie maintenant moderne, entre guillemets, que nous pensons mener, en se disant que tout ce qui est de la génération d'avant nous est sans importance. Il faut courir donc à l'iPad. Je me souviens quand nous faisions l'émission sur les cadeaux,
Vous aviez énoncé là, comme ça, que cette année, il y aura une nouvelle mode de jouets qui vont venir et tous les parents vont s'y mettre. C'est le même processus. Nous sommes envahis par un certain nombre de modes de vie et nous pensons que ce qui vient de nos parents n'est plus suffisamment bien ou n'est plus suffisamment utile pour que nos enfants perdent le temps. C'est l'expression « perdre le temps » pour aller auprès de mamie, alors que si on clique tout de suite sur, sans aucune publicité Google ou toutes ces choses qui nous sont offertes, on peut avoir les informations. Mais malheureusement, ce sont des informations qui sont parfois erronées. On y va parce que nous allons en TGV, comme nous disions tantôt, nous allons en TGV, nous y allons rapidement. Et puis, se rendre compte après qu'on est parti trop vite et qu'il y a beaucoup de choses que nous avons ratées. Il est important que nous puissions retourner aux vraies valeurs et aux dépositaires des valeurs. Fondamentaux. Voilà. Les fondamentaux, qui est dépositaire? Ce sont ceux qui ont vécu avant nous, qui ont acquis une expérience, qui ont eu le temps de faire des erreurs aussi et de corriger ces erreurs-là. L'avantage de l'implication du grand-parent dans l'éducation de l'enfant, c'est qu'il a le temps de corriger s'il a eu des erreurs dans l'éducation de ses enfants, de pouvoir dire, attention, j'ai eu cette erreur avec mes enfants, donc il faut plutôt aller dans ce sens-là, parce que le vécu est bon conseil. Et on a la chance d'avoir des grands-parents qui sont là, qui sont très, très impliqués dans la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Mais jusqu'où doit s'arrêter leur implication? Est-ce que le grand-père doit s'impliquer dans l'éducation de l'enfant? Oui, l'implication est implicite. Hein? Elle est implicite que le grand-parent, s'il est là, il va forcément s'impliquer. Et il y a ce jeu merveilleux entre grands-parents et petits-enfants. Cet amour inconditionnel, cet amour sans filtre. Voilà, c'est spontané, c'est merveilleux. Et il serait préjudiciable pour l'éducation des enfants de les priver d'un si grand amour. Parce qu'auprès de ces grands-parents, il y a de la richesse. La richesse dans les gestes, la richesse dans ce qu'ils apportent. Parce qu'ils ont vécu les histoires, les contes. Qui raconte des contes à nos enfants aujourd'hui? Personne. Les parents viennent du travail, ils sont trop épuisés, trop fatigués, il faut aller à l'essentiel. Et puis, on regarde si le répétiteur est passé. On délègue, on a tellement délégué que finalement, il n'y a plus rien que les parents peuvent faire parce que les contingences de la ville imposent cela. Mais si, par bonheur, il y a des grands-parents qui sont encore là, il faut pouvoir leur permettre de jouer le rôle de transmettre des choses des générations précédentes. Alors, là aussi, il faut pouvoir raison garder dans toute chose. Ce n'est pas parce que je suis censée être dépositaire des choses anciennes, d'un bagage, d'un vécu, d'une expérience que ce que mes enfants font ou ce que les enfants que j'ai devant moi, c'est-à-dire mon fils ou ma fille et son partenaire de vie, donc les parents de mon petit-fils, ne savent pas grand-chose. Loin de nous de dire que le grand-père sait tout, les grands-parents savent tout. Dans toute génération, il y a eu des crétins. Donc, il faut tenir compte de ça, que c'est vrai que l'expérience de vie donne à instruction, mais il ne faut pas dire que parce que je suis grand-parent, je sais tout mieux que les parents. Parce que nous aussi, nous avons été parents. Si nos grands-parents avaient agi de la même manière avec nous, est-ce que nous aurions été à l'aise avec nos enfants? Donc, il faut pouvoir savoir transmettre. Et si vous sentez qu'il y a des choses que vous deviez forcément transmettre, il faut le communiquer à vos enfants. Il faut le communiquer aux enfants qui sont là et à eux de le transmettre aux enfants qu'ils ont à charge d'éduquer, parce qu'ils sont les premiers responsables, les parents. Il y a une peur, hein, faut le dire, il y a une peur qui s'installe. On a une certaine peur des grands-parents, on les voit en personnes parfois occultes, on va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'on a des fois certains parents qui ne veulent pas du tout que leurs enfants puissent aller donc au village. C'est triste. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de désacralisation, parce que en Afrique, de façon naturelle, un vieillard, vous savez, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque. Vous avez parlé des contes qui ne sont plus là. Est-ce que d'où vient qu'on est rentré dans cette peur où les enfants sont coupés, totalement coupés des grands-parents? Bon, dans certaines familles, cela existe et c'est dommage, où maintenant
signe de cheveux blancs ou signe de vieillesse ou de longévité, va rime avec sorcellerie. Et avec toutes ces pratiques, et donc quand on n'est pas suffisamment spirituellement formé, spirituellement mature, et les conseils spirituels qu'il faut, on a tendance à penser qu'une personne d'un certain âge et qui est dans le village, qui est vieux et qui ne s'en va pas, est forcément la source de tous les malheurs de la famille. Mais ça, ce sont des a priori et qui ne sont pas toujours démontrés, et d'ailleurs même pas démontrés. Pour pouvoir accuser quelqu'un de sorcellerie, il faut quand même beaucoup de choses. Cette peur, donc, c'est la peur de l'inconnu. Parce que quelle est la relation que ces parents même ont eue avec leurs parents à eux, qui sont les grands-parents? Si c'était des relations conflictuelles ou des parents qui ont été absents ou des parents qui ont été négligents ou des parents qui ont été tellement autoritaires ou tellement possessifs, avec tous les types de personnalités de parents que nous avons plus ou moins évoqués ici, c'est naturellement par projection, le parent se dit, je ne vais pas faire vivre ça à mes enfants. Donc, vaut mieux éloigner mes enfants de ce père tyrannique ou de cette mère possessive. Et donc, voilà un peu des pistes qui font que ces choses arrivent malheureusement. Ce sont des choses malheureuses, mais il faut pouvoir donner la place aux grands-parents, de pouvoir transmettre aux enfants. Et ça équilibre. Les parents sont là, constituent la censure, l'autorité parentale. On ne fait pas ci, on ne fait pas cela. Mais avec les grands-parents, il y a du relâchement, il y a de la confiance et l'enfant se confie beaucoup plus facilement, plus aisément à ses grands-parents où il peut obtenir un certain nombre de choses, mais dans la plus grande simplicité d'amour et d'affection, dans la plus grande tendresse. Et donc, ce sont des choses qu'il faut pouvoir valoriser. Maintenant, tout le monde n'a pas les grands-parents. Si on n'a pas les grands-parents, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des personnes, des grands-parents de substitution. Donc, le doyen du quartier, la doyenne du quartier, un certain nombre de personnes qui peuvent faire office de grands-parents. Il faut pouvoir leur donner ce rôle-là. Mais attention aussi, quand on dit grands-parents, cela ne veut pas dire que je dois prendre tout le pouvoir et dire que les parents qui ont la responsabilité réelle des enfants ne peuvent pas éduquer leurs enfants. Justement, docteur, c'est pour ça qu'on parle de droit de regard et droit d'ingérence. Tout à fait. Il y a le regard. Oui. Et non pas l'ingérence. L'ingérence, ça veut dire que vous allez créer le conflit, nécessairement. Dès qu'il y a ingérence, qui est un terme de non-droit, vous allez créer le conflit. Et quel gain avez-vous à vouloir créer un conflit avec une personne que vous pensiez aimer? Vous avez aimé vos enfants d'abord, et ensuite vous déportez cet amour sur les petits-enfants qui viennent. Alors, quel est l'avantage de créer un conflit? Bien au contraire. Si vous sentez que cela va créer le heurt, autant prendre du recul. Et ce que vous avez à partager, ce que vous avez à donner, donnez-le aux enfants ou trouvez des personnes intermédiaires ou trouvez des mécanismes pour le faire. D'accord. Vous avez parlé de conflit. Oui. Il y a un autre conflit qu'on ne sait pas forcément comment gérer. Parce que l'enfant, c'est vrai qu'il a des grands-parents, mais il y a des parents qui ont leurs parents. Donc, il y a deux papis, deux mamies qui veulent toujours, chacun veut s'accaparer l'enfant. Comment gérer ça? Mais en fait, généralement, les grands-parents s'entendent parce que c'est un bijou qui vient dans la famille qui doit être partagé à 4, non pas à 2. L'enfant, il est pour 2. Mais le petit enfant qui vient, il est au minimum pour 4 personnes. Quand, il y a quelques années en arrière, la Chine avait fait l'abolition, avait nommé la loi pour un enfant par famille et tout cela, à un moment donné, ils se sont retrouvés un enfant pour 8 grands-parents. Quand même. Oui. Donc, très vite, cet enfant a été débordé et il y a eu des conséquences de ce que chacun a voulu gâter cet enfant-là. Et on a trouvé, il y a une génération d'enfants complètement très gros, enfin, avec un certain nombre de choses. Pour dire qu'il faut savoir raison garder dans toute chose. Le petit enfant qui vient, c'est un enfant d'abord pour ses 2 parents. Ils sont déjà 2. Donc, si vous deviez vous y ajouter, cela va faire très vite 6. Et ne comptons pas si les parents ont eu peut-être dans une famille polygame. Donc, très vite, ça va exponentiel. Donc, il faut faire très attention. Si on a la chance d'avoir des petits-enfants,
il faut savoir que ce petit enfant-là est autant l'enfant de ma fille, donc qui a père et mère, autant l'enfant de mon gendre, qui a père et mère aussi. Et donc, le petit enfant n'est pas juste pour l'enfant, pour les parents de la maman, mais aussi pour les parents du papa. Car si le père n'est pas là, qui est l'ossature, la colonne vertébrale, si vous empêchez cet enfant-là d'aller du côté paternel ou pour des raisons du côté maternel, vous créez forcément un handicap. Donc, vous êtes des grands-parents, oui, mais vous êtes déjà 4 sur le bébé qui vient de naître et de savoir partager 4 plus les 2 parents d'abord. Donc, très vite, il faut savoir prendre sa part et laisser la part aux autres sans gourmandise. Alors, un cas concret, par exemple, d'un enfant qui ne travaille pas bien à l'école ou bien qui est un peu étourdi, distrait donc, dans son éducation scolaire, et le parent, direct le père ou la mère, essaie de discuter, et puis à un moment, le grand-père remarque ça, il intervient comment? Comment le processus intervient? Est-ce qu'il demande la permission à son fils ou à sa fille? Ou est-ce qu'il va directement, quand on connaît aussi nos réalités africaines? La réalité africaine, c'est tout de suite. Je fais ce que j'ai à faire. Mais il faut ne pas frustrer les parents et ne pas saper leur autorité parentale. C'est leur droit. Le droit parental, de la même façon que eux, en tant que grands-pères, ont eu le droit parental sur leurs enfants, doivent avoir le devoir de respecter le droit parental des enfants, des nouveaux parents qui sont là. Si on constate, si ce n'est pas véritablement peut-être un acte qui va peut-être mettre immédiatement la vie de l'enfant en danger, donc pour lequel c'est un acte pour sauver l'enfant, peut-être d'une chute ou peut-être d'une bastonnade, un coup qui va être peut-être très mal dirigé, vaut mieux appeler les parents et leur donner les consignes. Vaut mieux. Si vous sapez l'autorité du père ou de la mère devant les enfants, cet enfant-là sera complètement déséquilibré. D'où viendra son autorité? Est-ce qu'il va passer outre ses parents pour se référer aux grands-parents? Donc, vous allez créer, dans la construction de sa personnalité, une instabilité. Quelle est la référence première de l'autorité dans ma famille ou dans mon environnement? Si cette autorité n'est pas clairement identifiée comme étant les parents ou les substituts de parents immédiats et que ça remonte aux grands-parents, ce n'est pas intéressant pour la personnalité de cet enfant-là. Vous allez l'handicaper très sérieusement. Et à la limite, en fin de parcours, cela peut se retourner contre vous. Vous n'êtes pas mon père. Vous n'êtes que mon grand-père. Papy, je ne veux pas, tu es trop vieux. Ça aussi, ça peut arriver. À vouloir prendre la place toujours du père, l'enfant peut rentrer en rébellion parce qu'à un moment donné, ne sachant pas s'arrêter, on va vouloir jouer le rôle de statut autorité, parent autorité, et avec l'autorité, si l'enfant se rebelle, quel est le recours qu'il a si vous avez voulu donc prendre la place des parents? Il faut donc, en voulant intervenir, savoir quelles sont les stratégies. Si vous avez quelque chose à partager, partagez-le avec vos enfants. Si ce n'est pas de l'affection que vous devez donner spontanément, si ce n'est pas pour jouer, si ce n'est pas pour ne pas que le conflit éclate, jouer les médiateurs, ce n'est pas la peine d'intervenir brutalement et insidieusement et à tout moment, parce que cela est préjudiciable pour l'équilibre psychologique et affectif de l'enfant. Est-ce que ce n'est pas déplacé pour un grand-père ou pour une grand-mère de dire à son enfant, bon, ben même si c'est à huis clos, pas devant le petit enfant, voilà comment est-ce que tu devrais éduquer ton enfant? Le grand-parent a déjà eu le rôle éducateur auprès de son enfant. Donc, naturellement, ce sont des choses qui devaient passer plus facilement, selon le type de relation qui avait existé entre eux dans l'éducation de son enfant à lui. Donc, ce sont des mécanismes. Hein. Nous pensons que nous pouvons... Il y a toutes sortes de possibilités. Il y a toutes sortes de possibilités. Si vous avez eu une relation agréable avec votre enfant, ça sera tout aussi aisé que vous puissiez encore passer quelques consignes à l'enfant par rapport au rôle premier. Et comme nous disons tantôt,
Il y a certainement, aucun parent n'a été parfait. Comme je le disais, de chaque génération, il y a eu des crétins. Donc, si j'ai été un parent crétin, donc ça veut dire que j'ai eu beaucoup d'insuffisances dans l'éducation de mon enfant. La personne a grandi, je me rends compte que j'ai eu des erreurs dans le parcours de l'éducation de mon enfant. Je vais pouvoir lui dire, attention, j'ai fait des erreurs dans ton éducation, ne commets pas la même erreur que moi. Parce que le résultat est là, que ça a été préjudiciable pour toi. Ne reproduis pas ce que j'ai malheureusement reproduit. Si j'avais eu peut-être de l'aide, si j'avais eu peut-être la connaissance nécessaire, si j'avais été suffisamment entourée ou encadrée, si j'avais eu un certain nombre de choses, je n'aurais pas commis ces erreurs-là. Donc, ne les commets pas. Ça, cela peut se partager. Donc, ça ne devrait pas poser de problème en tant que tel. À vous entendre, certains, ou à nous entendre, certains pourraient imaginer, par exemple, qu'on s'en va dans un schéma à l'occidental où les grands-parents sont, entre guillemets, parqués dans des endroits où, dans des centres d'asile, des maisons d'asile, tout ça. On a l'impression que, bon... Voilà, oui, là-bas, on ne leur demande, on les consulte rarement, ils se sentent beaucoup seuls. Alors ici, la tradition africaine, où on a cette chaleur africaine-là, est-ce qu'un jour on ne va pas perdre, on ne va pas retrouver un peu ce climat qu'il y a en France, là, dans les autres pays européens? Nous sommes malheureusement en train de partir vers cela. En Abidjan, vous devez déjà constater, autour de nous, on peut déjà voir ce schéma-là, où les grands-parents ont dit, bon, ils restent chez eux. Le week-end, quand il veut venir, c'est peut-être 1 heure. On commence à réglementer la visite de grand-père ou la visite chez grand-père et tout cela. Ce sont des choses qui nous arrivent fort malheureusement. Mais nous devons individuellement et de façon collective aussi prendre les mesures qui sont bonnes pour nous. Poursuivre, qu'est-ce que cela donne? Qu'est-ce que je veux pour mon enfant demain? Qu'est-ce que je veux pour ma nation demain? Parce que l'enfant que nous éduquons aujourd'hui, c'est celui-là qui sera le responsable de la nation demain. Donc, qu'est-ce que nous voulons pour les générations futures? Qu'est-ce que nous voulons pour leurs enfants et leurs petits-enfants à eux aussi? Quel schéma laissons-nous? Que voulons-nous véritablement? Sur quelles valeurs nous allons? Donc, ce sont autant de questions sur lesquelles nous devons s'entendre pour que notre société ne devienne pas la société déshumanisée que nous voyons pas très loin de nous et qui est très envahissante, qui vient vers nous véritablement. Il faut faire attention et relever la tête pour savoir quelles sont les valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants pour que la génération future soit plus équilibrée et que nous ayons des sociétés plus équilibrées et plus stables. Est-ce que le grand-parent qui tient encore financièrement la famille, qui s'occupe encore de ses enfants, disons de son enfant, de sa fille ou de son fils, est-ce qu'il a des limites en tant que grand-parent? Peut-être qu'il ne peut pas avoir de limite parce qu'il se dit que c'est moi qui éduque, c'est moi qui fais cela. Mais en tant que grand-parent, il devait pouvoir réviser sa position en se disant, et ce n'est pas une chose aisée ou à souhaiter que le grand-parent soit encore là à éduquer, à encore être le financier potentiel pour son petit-enfant. Non, le petit-enfant, on le gâte à tout moment. Ça, c'est le devoir et le droit du grand-parent de donner à tout moment à son petit-enfant, à son petit-fils. Mais par rapport à son enfant, si vous n'avez pas réussi à ce que votre enfant puisse avoir un travail et puisse se prendre en charge et être responsable, et que parce que vous avez beaucoup de moyens, vous dites, vous pouvez encore assurer, quel service avez-vous rendu à la nation? C'est là toute la question. Mais si l'enfant est encore jeune, on va dire une jeune maman ou un jeune papa qui est encore dès l'instant où vous êtes maman ou papa, la responsabilité de papa ou de maman s'arrête dès qu'on devient soi-même papa. Et donc, il faut prendre ses responsabilités. Absolument. Merci beaucoup à vous, Mme Bernadette Assou-Nguessan. Je rappelle le thème que nous évoquons aujourd'hui, le rôle des grands-parents dans l'éducation des enfants. Que je suis moi-même. Et vous êtes vous-même grand-mère. Félicitations. Et on salue vos ravissantes filles qui nous regardent certainement. C'est ça. Quelque part. Allez. Alix Kokola, vous la retrouvez dans quelques instants avec son fameux carnet de rendez-vous. Elle va vous guider par rapport à tout ce qu'il faut regarder sur RTI1 et plus si affinité. Mais si c'est fini. C'est terminé, on se retrouve demain. On se retrouve demain.